écouté la dernière communication de ce matin avec Michel. Je ne sais pas si on peut le présenter encore aux panafricanistes, parce que depuis l'Occident, il est connu comme étant le panafricaniste blanc. Preuve palpable que l'amitié entre les peuples, l'émancipation, la liberté, incarner la dignité humaine, opérationnaliser les idées du panafricanisme lancé comme idéalité pure depuis le XVe siècle, sous le roi George III d'Angleterre jusqu'à nous, nous sommes redevables d'héritiers, et ça veut dire que nous avons la contrainte de nous frotter aux enjeux contemporains. La mondialisation marchande du monde, l'impératif d'unité africaine et, naturellement, l'opérationnalisation d'un certain nombre de dossiers pour donner à nos peuples la possibilité de renouer de nouveau avec l'espoir. Et donc, nous allons passer la parole au panafricanisme blanc. Il va nous entretenir du nouveau panafricanisme, de l'idéologie du XXe siècle à la géopolitique du XXIe siècle. Luc Michel est très connu, c'est un éminent chroniqueur, il est de ceux qui sont justes, qui se battent pour des points justes. Et donc, c'est une voix forte et juste qui va prendre la parole. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Je remercie le Président de l'Assemblée nationale d'accueillir ce colloque. C'est la preuve que le panafricanisme est en train de se répandre partout et que, bien entendu, et comment est-ce que ça pourrait être autrement, qu'il le fait également en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire un mot sur mon parcours, pourquoi je me suis retrouvé panafricaniste blanc. Nkrumah disait qu'on ne naissait pas africain, mais que l'amour de l'Afrique naissait en vous. Moi, j'ai découvert l'amour de l'Afrique en Libye, il y a longtemps. Ceux d'entre vous qui me connaissent sur Afrique Média doivent savoir que j'ai un parcours de plus de 20 ans, africain avant. J'ai été de ceux qui ont suivi le colonel Kadhafi. J'ai défendu la Jamaïria, j'ai dirigé en Europe le réseau pan-européen des comités révolutionnaires libyens et j'ai été en Libye jusqu'au bout, puisque en avril 2011, j'ai organisé la seule conférence internationale sous les bombes de l'OTAN de soutien à la Jamaïria. C'est aussi grâce à Kadhafi que je suis devenu panafricaniste. Le panafricanisme, c'est une initiation. Je suis arrivé, moi, dans une Libye qui est encore panarabe. Et puis, nous avons vu arriver ce panafricanisme et nous avons découvert aussi, parce que nous étions, ne croyez pas que je suis un cas isolé, nous sommes nombreux en Europe, des deux côtés de l'ancien rideau de fer à penser la même chose. Nous avons découvert avec surprise que ce mouvement panafricaniste, il ressemblait très fort au mouvement pan-européiste du XIXe siècle. Que les grands noms qui vont de Marcus Garvey jusqu'au mouvement de Nkrumah, ils valaient nos Victor Hugo ou nos Mazzini. J'ai donc suivi le colonel Kadhafi et lorsqu'il y a eu la grande nuit qui a suivi la destruction de la Jamaïria, nous avons décidé de continuer le combat avec des camarades européens, avec des camarades africains. J'ai eu l'organisation internationale, j'ai une vie en dehors d'Afrique Média évidemment, qui est établie sur deux continents, en Eurasie et en Afrique. Et nous avons deux secrétaires généraux, un pour l'Eurasie qui est un Français mais qui vit en Russie, et un Camerounais, Gilbert Canto, qui est établi en Afrique. Tout ça se passe sans aucun problème. Je suis évidemment quelqu'un de controversé parce que je ne suis pas un vendeur d'eau tiède. Je suis quelqu'un qui sert de l'eau glacée ou de l'eau brûlante. Il y a notamment une controverse sur ma venue à votre colloque.
échappe aux limites du débat, on n'en parlera pas, ça ne vaut pas la peine. J'ai découvert par contre avec bonheur, parce que lorsqu'on mène un combat comme le mien, c'est important d'être soutenu. J'ai découvert avec bonheur des membres de mon public en Côte d'Ivoire et je leur remercie de leur marque d'amitié depuis ce matin. On va en venir au sujet. Le panafricanisme, en fait, et ça a été un de ses grands problèmes, il est né, on va dire, globalement, entre le congrès panafricain de 1900 et la naissance de l'Union africaine, le 9 du 9 1999, il a malheureusement épousé toutes les idéologies européennes du 19e et du 20e siècle. Ça a été, dans certains cas, sa force, mais aussi sa limite et son malheur. Il y a eu le nationalisme, évidemment. Il y a eu les idéologies de libération nationale. Il y a eu le marxisme. On se souvient du grand Patmore avec son livre « Communisme et panafricanisme », dont la couverture a marqué, tous ceux qui l'ont vu, cette carte de l'Afrique avec les couleurs du drapeau panafricain et la faucille et le marteau. Il y a eu aussi des choses moins bonnes. Il y a, au sein du courant qu'on appelle afrocentrisme, on a malheureusement vu reprendre ce qu'il y avait de pire dans les idéologies européennes. Ces idéologies du repli identitaire. Il y a encore aujourd'hui des afrocentristes qui professent l'idée d'une supériorité raciale de l'homme noir. C'est pas plus défendable que les théories qui avaient cours autour de Berlin à partir de 1933. Ce sont des impasses. Ce sont des impasses évidemment qui ont coûté très cher au panafricanisme, parce que si l'alliance avec le courant communiste a aidé, il y a notamment, il ne faut pas contester le rôle des Cubains ou des Soviétiques dans la libération d'une grande partie des empires coloniaux, notamment du Portugal, le soutien à Lumumba, dont je salue ici mon ami, son fils Roland. Ça a été le côté positif, mais même ce côté positif a conduit le panafricanisme, a conduit les hommes politiques panafricanistes dans la guerre froide. Une des grandes raisons pour lesquelles le panafricanisme a été laminé au cours des 60 dernières années, c'est parce qu'il a été pris dans l'affrontement Est-Ouest. Dans la naissance de la France-Afrique de Gaulle et de Foucault, si vous ne prenez pas l'anticommunisme comme fondement, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas uniquement la volonté de voler aux Africains du précaré français leur indépendance. Il y a la question évidemment de l'anticommunisme. On voit d'ailleurs Foucault intervenir contre Lumumba au Congo. On voit les réseaux Foucault intervenir dans la sécession du 434. Ils le font pourquoi? Ils le font par anticommunisme. On a vu donc malheureusement au cours de ce qu'on appelle les historiens le long 19e siècle et le long 20e siècle, qui pour les historiens modernes forment une seule période, il y a une longue dérive du panafricanisme et on arrive évidemment à l'implosion du bloc soviétique et c'est la fin des idéologies. On voit même cette idéologie marxiste-léniniste qui avait prétendu faire des idéologues, les ingénieurs des armes, on les voit s'effondrer. On voit la Russie, l'orthodoxie qu'on avait chassée sous Staline, prendre la place de l'idéologie marxiste-léniniste. Et l'Afrique est à ce moment-là devant un défi. Elle est dans une impasse. L'OUA ne fonctionne pas. Ma brillante oratrice qui m'a précédé l'a très bien expliqué. Elle a aussi expliqué ce panafricanisme qui détruit. C'est pour ça que je ne reviendrai pas là-dessus. Et je partage tout à fait son analyse. Lorsque Kadhafi intervient dans le processus panafricaniste, il est devant ce constat d'échec. Et il tente de résoudre ce constat d'échec et il le fait à partir de ce moment-là avec quelque chose de nouveau qui est une vision géopolitique. Kadhafi, c'est à la fois une étape, mais c'est aussi un échec. C'est un échec, je m'en expliquerai pourquoi, puisque la Jamaïa est détruite. La plupart des choses que Kadhafi a proposées, on les repropose inlassablement au sommet de l'Union africaine depuis plusieurs années, et la mayonnaise ne prend pas. Pourtant, toutes les questions que posait le panafricanisme, ça reste des questions actuelles. La question de la recolonisation de l'Afrique
que ce soit par Washington ou par Paris. On voit même revenir dans ce cadre-là Berlin, qui est de retour, la grande Allemagne de Mme Merkel, qui rêve de nouveau de nostalgie coloniale. On voit l'Afrique incapable de se dégager de l'aide financière, par exemple, de l'Union européenne. C'est ce qui explique les problèmes de l'Afrique en matière électorale. C'est ce qui explique, etc. Vous connaissez tout ça. Tous les gens qui ont à cœur de venir de l'Afrique connaissent ce problème. Kadhafi avait proposé, un peu de manière intuitive, non plus l'idéologie, mais la géopolitique au cœur du panafricanisme. La géopolitique, moi je dis, c'est une affirmation personnelle, je dis qu'elle est la science majeure du XXIe siècle. Au XIXe siècle, la science majeure était l'économie politique. L'économie politique de Barthes, l'économie politique de Friedrich List, qui est le père du nationalisme économique, je vais en parler, la science également d'Adam Smith, le père du libéralisme. À l'époque, seule l'économie politique expliquait le monde. Aujourd'hui, vous pouvez faire le tour, il n'y a que la géopolitique qui explique le monde. Mais il faut que ce soit une géopolitique scientifique. Il faut que ce soit une géopolitique pragmatique. Actuellement, la géopolitique, elle a passé du statut de science maudite en 1945 en un ornement du discours de la plupart des commentateurs. La science, la géopolitique comme science, elle naît aux États-Unis avec des gens comme Mao, comme Spagna, elle domine, elle n'a jamais cessé de dominer la politique internationale américaine jusque Brzezinski qui est encore aujourd'hui le conseiller géopolitique de Barack Obama, ce qui explique d'ailleurs que les Africains ont très mal appréhendé ce président, qui n'est pas un président noir, qui est un président américain, évidemment. La géopolitique, elle s'est aussi développée en Allemagne, et elle a eu pour problème d'être une des choses qui a, non pas permis, mais qui a justifié l'expansion du Troisième Reich nazi. En 1945, c'est une science discréditée à cause de cette cohabitation, qui est une cohabitation auquel la géopolitique ne peut rien. On a même Staline qui interdit la géopolitique, alors que lui la pratique en maître. La géopolitique, elle ressurgit en France, à la fin des années 70, avec des gens comme le géographe Lacoste et d'autres, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté par tout le monde, mais que la plupart ne comprennent pas. Je m'en explique. On met de la géopolitique sur tout. On confond les relations internationales, l'histoire diplomatique, la diplomatie secrète, les statistiques économiques, tout devient géopolitique. La géopolitique, c'est pas ça. La géopolitique, c'est quoi? C'est une science qui vise à la viabilité des États en définissant ensemble les conditions de leur puissance. La géopolitique, elle fournit une grille de lecture actuelle. Elle permet la prospective politique, c'est ce qu'on appelle l'analyse géopolitique prospective, et elle permet de comprendre le passé. Il y a des conflits géopolitiques classiques, comme les guerres puniques entre Rome et Carthage, il y a 2400 ans. Il y a des schémas, tout ça donne une vision claire, à condition qu'on reste là-dedans. Évidemment, des journalistes qui veulent avoir l'air intelligents, etc., mettre géopolitique à toutes les sauces, ça ne fait pas de la journée. On en arrive à parler, par exemple, dans le concours de l'Eurovision, à des votes géopolitiques, ça n'a pas de sens. La géopolitique, une deuxième chose pour la comprendre, elle ne se comprend qu'à partir d'un point de vue. Le monde, il est vu de Washington, ou il est vu de Pékin, ou il est vu de Moscou, ou il est vu d'Afrique. Mais le même problème, vu de Washington ou de Moscou, n'aura pas la même analyse et la même solution. Si vous perdez ceci, vous perdez tout. J'y reviendrai plus tard. C'est un des problèmes de l'Afrique. C'est qu'actuellement, il n'y a pas, moi je m'y essaye, mais c'est pas suivi, il n'y a pas une géopolitique vue de l'Afrique. Donc, on adopte des points de vue, des analyses, des grilles de lecture, qui sont celles de la géopolitique anglo-saxonne, ou parfois de la géopolitique russo-chinoise, etc. Et on a évidemment une vue qui est faussée. La géopolitique, elle détermine une vision du monde.
La géopolitique américaine, elle a une vision du monde qui est d'appliquer à la planète l'American Way of Life. C'est, on va parler franchement, la globalisation c'est quoi? C'est la normativité mondiale selon l'économie et la politique américaine. Il y a une autre géopolitique à Moscou qu'on appelle le néo-eurasisme, auquel j'ai contribué dès les années 80. Là, c'est de faire une Europe indépendante avec des puissances anglo-saxonnes qui soient chassées devant. On est dans un autre point de vue. La dernière chose qu'il faut dire de la géopolitique, on peut la résumer dans une maxime utile pour l'Afrique et les Africains. La dimension, c'est la puissance, c'est la liberté. Qu'est-ce qui fait la puissance? C'est la dimension des États, ce qu'on appelle les grands blocs continentaux, et cette dimension, elle donne la vraie liberté. La liberté, c'est quoi? C'est de choisir son modèle politique, de choisir son modèle économique, de choisir son type de démocratie. Tout ça, évidemment, vous ferez le même constat que moi, n'existe pas. En Afrique, on vient vous proposer des schémas qui ont fait faillite ailleurs. Le parlementarisme de type bourgeois, par exemple, qui a échoué dans la plupart des pays européens. Un Français sur deux, par exemple, ne va plus voter. Il n'y a pas d'adhésion au système. Mais on vient vous dire, en Afrique, où les réalités sont tout autres, c'est la panacée universelle. Il y a un homme qui, il y a 20 ans maintenant, a réfléchi à tout ça, c'est Kadhafi. Kadhafi, on en a donné aujourd'hui une perception fausse qui est celle des schémas occidentaux, dictateurs, un homme un peu fou, un homme autiste. C'était en fait quelqu'un au contraire qui lisait beaucoup, qui écoutait beaucoup. Il avait un groupe de gens qui lui résumaient les tendances du monde, qu'on appelait la même parce qu'ils étaient 5 intellectuels. Et lorsqu'il a lancé le mouvement d'unification qui a donné l'Union africaine, Kadhafi a regardé ce qui s'était fait en Europe. Et il a voulu adapter à la réalité africaine le mouvement d'unification européenne. Il s'est trompé, il faut le dire dès le départ. Il n'a pas compris qu'il y avait un mécanisme qui faussait tout en Europe, qui est l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique, c'est un harnais qui tient dans les mains américaines le processus européen. Lui pensait que les Européens pouvaient s'en affranchir. Il a notamment été un des grands soutiens de l'euro. Et lorsqu'il y a eu la grande crise des banques mondiales, il a soutenu les banques européennes en 2008, en Italie, en Allemagne, en France, en Belgique. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a été abattu, parce qu'on ne savait plus le rembourser. Il y en a d'autres, mais c'est une des choses qui ont existé. Comment voyait-il l'Afrique? Il voulait des États-Unis d'Afrique, mais lui parlait d'État continental fédéral africain. Il voulait une articulation entre le mouvement d'unification de l'Europe et celui de l'Afrique, une Méditerranée qui soit redevenue la marée nostrum des Romains, un accord qui ne soit plus de frontière, et la Libye comme un pont. C'est la raison pour laquelle le fossé entre lui et les dirigeants de l'Union européenne s'est agrandi, c'est-à-dire que les dirigeants de l'Union européenne, c'est le processus de Barcelone, ils conçoivent la Méditerranée comme la frontière extérieure de la forteresse de Rome. Il faut que cette frontière soit infranchissable, que les flux migratoires ne soient pas maîtrisés. C'est la grande panique qui s'est révélée, mais Kadhafi le avait annoncé en 2011. Il a dit après moi, vous aurez Al-Qaïda, vous aurez une migration sauvage, nous l'avons. Mais c'était la vision de Kadhafi. Il y a donc une opposition idéologique qui s'est développée à partir de 2007-2008 entre lui et les Européens. Kadhafi posait ce qui reste aujourd'hui, les 3 conditions d'une Afrique indépendante. Un, c'est un État autour d'un bloc continental. Un bloc continental, qu'est-ce que c'est? Ça suppose une économie intégrée, j'y reviendrai. Ça suppose une intégration politique. Ça suppose la libre circulation des biens et des personnes. La deuxième chose, évidemment, ce sont les fonctions régaliennes de l'État. C'est battre la monnaie et contrôler son économie.
Kadhafi proposait la Banque africaine de développement, il proposait une monnaie européenne, oui, il voulait l'appeler le dinaro, on parle d'afro, etc. Vous retiendrez déjà que dans le panafricanisme qui est surgi des ruines de l'expérience de Kadhafi, la question de la monnaie, c'est une des batailles centrales. Que ce soit la question du franc CFA ou que ce soit la question d'une monnaie africaine. Et la troisième chose, évidemment, battre monnaie, si vous ne savez pas protéger votre modèle économique, ça ne sert à rien, c'est une armée panafricaine. Là, il faut suivre la démarche de Kadhafi, aller voir pourquoi l'Europe est devant un échec politique. Elle est devant un échec de l'Union européenne parce qu'elle a été incapable de passer de l'intégration économique, de la monnaie unique, à justement l'État supranational et à l'armée. Dans le traité de Maastricht est contenu directement une disposition qui explique l'échec annoncé de l'Union européenne que vous voyez tous les jours, c'est qu'on confie la défense de l'Europe à l'OTAN. À partir de ce moment-là, c'est une terrible leçon pour l'Afrique. Ne rêvez pas d'une monnaie africaine si vous n'avez pas une armée africaine pour la protéger. Voilà ce que voyait Kadhafi. Kadhafi avait surtout une démarche intellectuelle, c'est la mienne. C'est qu'il faut sortir les Africains de tous les complexes. Du complexe d'infériorité, qui vient de l'esclavage, qui vient de la traite négrière, qui vient des années du colonialisme, mais aussi du complexe à l'envers, qui fait que l'Africain, par lui-même, serait capable de tout. C'est un discours qu'on rencontre chez certains afrocentristes, qui conduira à rien. Il faut des Africains décomplexés, qui aillent voir ailleurs comment ça se passe. On est, que nous le voulions au monde, on est dans un monde globalisé. La globalisation, c'est pas évidemment avant tout l'économie, elle a commencé avec McLuhan et son village mondial de l'information. Vous ne sortirez plus de ça. Le jeune africain, le jeune russe, le jeune européen, le jeune canadien, le jeune américain, ils s'abreuvent tous aux mêmes médias, aux mêmes réseaux internet. Facebook est là pour le montrer, puisque Facebook, malgré les tentatives qui ont été faites, n'a jamais pu déboucher sur une division par continent ou quoi que ce soit. C'est un phénomène mondial. J'en viens maintenant à ce qui est un des futurs possibles du panafricanisme. Ce que j'ai appelé justement le néo-panafricanisme, c'est un panafricanisme qui a soutenu par une partie des gens comme moi qui animent Afrique Média. Je m'expliquerai aussi du combat d'Afrique Média. Il y a eu en fait 4 générations panafricanisme. La toute première, celle des congrès panafricains, de Marcus Garvey, etc. Il y a eu la deuxième génération, ça a été celle du père de Lumumba, de Nasser, de Nkrumah, celle de ces chefs africains qui ont cru, mais les Européens ont cru aussi, qu'il suffisait de vouloir nationalement combattre pour une idée transnationale pour qu'elle prenne corps, pour qu'elle prenne un visage. Ça n'a pas marché, évidemment. C'est évidemment la troisième génération, c'est celle de l'Union africaine, de Kadhafi. La quatrième, c'est évidemment celle que nous représentons tous, celle auquel, pour la première fois dans l'histoire du panafricanisme, adhèrent des masses considérables populaires. Le panafricanisme aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire d'intellectuels, c'est l'affaire de gens du peuple, parfois pas éduqués du tout. C'est l'affaire de masses considérables dans la jeunesse, dans tous les pays africains. Une chaîne de télévision comme Afrique Média, elle est née de ça principalement. C'est une interaction entre une chaîne qui a trouvé son public, mais un public qui a été conscientisé par sa chaîne. Cette génération, elle ne croit plus aux idéologies. Ne venez plus lui parler de tout ce qui a raté. Elle croit au panafricanisme en lui-même. Elle pense, et c'est mon avis aussi, que le panafricanisme peut devenir une idéologie complète, globale, avec sa vision du monde, et pas devoir épouser quelque chose d'autre pour exister. Vous noterez que l'Afrique suit la marche du monde, parce que au centre du vieux continent, il y a ce qu'on appelle le néo-eurasisme. C'est une curiosité d'intellectuels dans les années 80. Je suis le premier, cette idéologie en fait des années 20 russes,
dont j'ai été le premier à reparler en 1980, mais aujourd'hui, c'est l'idéologie officieuse de l'État russe. C'est la même chose. Les Russes pensent qu'on peut tout bâtir autour de ça. Il faut que l'Afrique, évidemment, suive la même démarche. C'est un panafricanisme qui touche à la fois l'Afrique d'en haut et l'Afrique d'en bas. Dans les gens que je rencontre, dans les gens avec qui je dialogue, particulièrement dans les sommets de l'Union africaine, etc., il y a des gens qui me disent ce sont des ambassadeurs, ce sont des chefs d'État, ce sont des ministres. Ceux-là suivent ce panafricanisme. Il y a quasiment dans tous les pays africains actuellement, même si leur gouvernement n'a pas pris l'option panafricaine, il y a des panafricanistes. C'est aussi une idéologie d'en bas, parce qu'elle touche des gens vraiment au cœur des masses populaires. Il y a par exemple au Cameroun un mouvement contre le franc CFA, c'est la coalition pour l'abolition du franc CFA. Il est animé par des artistes de rue, il est animé par des étudiants très jeunes, des gens qui sont encore au collège. C'était un phénomène qui avant était tout à fait impensable. Les grands axes de ce néo-panafricanisme, tout d'abord, c'est qu'il faut de l'action. C'est un panafricanisme, c'est une idée en marche. L'idée en marche, c'est ce que Mazzini, le grand Européen en 1830, disait du mouvement d'unification de l'Europe. Il disait, nous sommes une idée en marche. Le grand Victor Hugo disait, je suis une force qui va. C'est la même idée. Une force, elle doit agir. C'est ce que les marxistes, Marx n'avait pas tort, surtout bien au contraire, c'est ce que les marxistes appellent la praxis. La deuxième chose, j'étais extrêmement heureux d'entendre les autres intervenants, Roland parler de son père, Madame parler, c'est la centralité mise sur l'humanisme. Le panafricanisme aujourd'hui, c'est un humanisme. C'est l'opposition même à tout ce qui est le repli identitaire, les idées raciales, les idées de division, le petit nationalisme. L'Africain aujourd'hui, c'est un citoyen du monde. Il a son mot à dire dans ce monde et il a beaucoup à apporter au monde. Il faut aller redécouvrir l'histoire africaine, il faut aller redécouvrir beaucoup de choses. La troisième chose, évidemment, c'est la centralité mise sur les thèses géopolitiques. L'idée du bloc continental, parce que ça, c'est fondamental. Derrière l'idée du bloc continental, il y a l'idée de développement. Il y a un grand théoricien du développement des États, c'est un Allemand qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Friedrich List. Il est au début du 19e siècle. Que dit Friedrich List? C'est lui qui pose les jalons de ce qu'on a appelé, c'est péjoratif chez certains intellectuels, mais ça ne devrait pas l'être, le nationalisme économique. Friedrich List, il pose les conditions du développement de ce qu'il appelle les États en voie de développement. Les États en voie de développement, pour lui, ce sont les États-Unis de 1830, c'est l'Allemagne de 1830, c'est la communauté européenne de 1945. Friedrich List a été un de ses concepteurs, mais c'était caché, parce qu'on ne voulait pas qu'un Allemand, évidemment, apporte à l'Europe, née sur les cendres du nazisme, une caution allemande. Friedrich List, il lance une série d'idées économiques. Il dit tout d'abord, il faut faire tomber à l'intérieur les barrières douanières. En Allemagne, il lance un mouvement qui s'appelle le Zollverein. L'idée douanière, c'est ce qui permet l'unification allemande. Le premier empire de disparaît en 1870. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il n'y a plus de droits de douane entre États américains. Mais il y en avait avant 1810, par exemple. C'est la même chose sur laquelle l'Afrique doit réfléchir aujourd'hui. Il définit un deuxième concept, Friedrich List, qui n'est pas né du tout dans les laboratoires du Fonds monétaire international, c'est l'idée de l'émergence. Certains économistes ont l'impression que l'émergence, c'est un thème qui apparaît dans les années 1980, donc c'est un thème qui apparaît sous la plume de Nietzsche vers 1820. Il faut, en Afrique, relire Friedrich List. Ce sont vraiment les clés du démarrage économique et unitaire du continent africain.
Caractéristique suivante, évidemment, c'est un panafricanisme, et je l'ai déjà dit, des masses. Il faut toucher les masses populaires, elles sont prêtes au panafricanisme, et je vais ajouter que, pour ceux qui connaissent bien les théories de Lénine sur la spontanéité révolutionnaire, on est dans un schéma en Afrique aujourd'hui qui est inédit dans l'histoire. Tout le temps dans l'histoire, ce sont les élites qui ont précédé les masses. Aujourd'hui, au niveau du panafricanisme, ce sont les masses africaines qui précèdent les élites, qui précèdent les chefs d'État, qui précèdent les partis politiques. Allez écouter les jeunes, les ouvriers dans les rues de Douala, de Yaoundé ou de Djamena, et vous aurez une immense surprise. Ils vont infiniment plus loin dans leur désir d'Afrique que ne le vont leurs gouvernants. C'est un phénomène tout à fait nouveau, c'est ce qui me rend optimiste. Parce que ce désir d'Afrique des masses, on ne pourra pas l'écouter. Et je vais ajouter que dans les 20 années qui vont venir, les hommes politiques africains qui voudront aller à l'encontre de tout ça, que ce soit par petit nationalisme, que ce soit par pesanteur politique, ou encore pire, parce qu'il y a une bourgeoisie africaine qui rêve, qui est très heureuse dans le stade démocratique actuel. Il faut le dire. Ces gens vont se heurter aux masses africaines. La dernière chose, évidemment, le néo-panafricanisme dit que l'Afrique doit choisir sa voie. Sa voie vers le développement économique. Il faut aussi voir ce qui se fait en Chine. Il faut aller voir ce qui se fait en Russie. Il ne faut pas uniquement aller prendre ce modèle occidental. On va d'une crise économique à l'autre. Je ne pense pas que ce soit une grande réussite. Il y a également la question des institutions politiques. Moi je prône ce que j'appelle la démocratie africaine souveraine. C'est ce qu'on essaye de mettre en place, par exemple, en Guinée équatoriale avec le président Biakéman Massogo. C'est des systèmes démocratiques qui fonctionnent avec un dialogue avec l'opposition, avec des ministres d'opposition dans les gouvernements. Le Tchad d'Idriss Déby a pris cette voie-là également. C'est une des portes ouvertes en Afrique, notamment pour mettre un terme à ces guerres civiles qui divisent les peuples africains. Une des raisons de l'hostilité que j'ai rencontrée dans une petite minorité à ma venue ici, ce sont les scories de la guerre civile dans les esprits en Côte d'Ivoire. Il faut sortir de ça. L'Afrique ne s'unira pas, ne se développera pas, si elle n'adopte pas l'esprit qui a été celui des Européens en 1945, malgré Auschwitz, malgré le Troisième Reich nazi. De Gaulle, qui est un des vainqueurs de l'Allemagne, il va quand même tendre la main à des douleurs. Et il parle en allemand. C'est cette démarche-là qu'il faut en faire. J'arriverai au bout de ma démarche. J'essaye de vous résumer les grands actes. On pourrait en parler longtemps. C'est que cette Afrique, c'est ma conviction profonde, c'est celle de ceux qui soutiennent le néo-panafricanisme, c'est que l'Afrique seule ne s'en sortira pas. Il y a actuellement, au sein du panafricanisme, il y a évidemment des gens qui disent nous devons nous replier sur nous-mêmes, nous devons nous replier sur la culture africaine, laquelle? Il y a des gens qui vous disent nous devons, pendant une génération, nous isoler. Ne rêvez pas, vous êtes dans un monde globalisé, avec une superpuissance, avec d'autres qui aspirent à le devenir ou à le redevenir. On ne va pas vous oublier une génération. Il n'y aura pas de sursaut africain dans 20 ou 25 ans. Il ne faut pas un isolationnisme africain. L'Afrique, elle ne peut pas se libérer seule, parce que ce sont les lois de la géopolitique. Lorsque je dis que la géopolitique, elle explique le monde, elle explique aussi les ADN. On a une concentration de la puissance, une montée dans la dimension qu'on a déjà connue dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la plupart d'entre vous avaient fait des études classiques. On enseigne encore en Afrique ce qu'on n'enseigne plus en Europe. On est passé dans l'Antiquité des cités-États, puis on est allé aux grands royaumes, puis on est allé aux empires. Chaque fois on a monté. C'est la même chose. Ce qui était possible avec des petits groupes d'États, par l'Europe à 6 ou à 10 en 1958,
ce qu'on a appelé le panarabisme, qui a échoué, qui était entre États arabes, celui de Nasser, celui du Bas, celui de Kadhafi. Kadhafi est devenu panafricaniste parce que la masse arabe avait perdu cette dimension dès les années 80. Ce qui était possible pour l'Afrique, ce que Kadhafi voyait en 1985-1990, ça n'est plus aujourd'hui. Quel est le futur du monde, non pas dans 2-3 siècles, mais dans 25 ou 30 ans? Ce sont les super-héros. Et les Américains nous montrent ça. Il y a actuellement, c'est le traité NAFTA que beaucoup de monde n'ont pas compris, c'est l'intégration dans un bloc économique. Rappelez-vous que les États-Unis, eux, ils suivent les Maastricht. Bloc économique, vous aviez bloc politique, c'est l'intégration du Mexique, des États-Unis, du Canada. Il y a le TAFTA, NAFTA, le but est voulu, c'est l'intégration de l'Union européenne pour qu'elle échappe à la Russie, pour qu'elle échappe à un futur méditerranéen avec l'Afrique, dans le bloc américain. Nous avons l'exemple en Eurasie, la Russie, qui est quand même encore la deuxième puissance mondiale, qui est forte de ses 9000 têtes atomiques. La Chine, superpuissante. Ils se sont unis. Ils se sont unis dans une union géopolitique qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est une union de 13 ex-républiques soviétiques, de la Russie, de la Chine. Vient d'y adhérer en juillet dernier l'Inde, le Pakistan et l'Iran. Si tous ces gens ensemble, dont le but, c'est un monde multipolaire, pensent que seuls ils n'ont aucune chance, est-ce que vous pensez que l'Afrique, qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas de grande armée, qui n'a pas d'armes nucléaires, pourra peser sur la balance mondiale? Non, évidemment. Il faut donc, pour l'Afrique, de nouvelles alliances géopolitiques, et elles sont logiques. Il faut se tourner vers cette union de l'Eurasie et faire un axe géopolitique Eurasie-Afrique égalitaire. Il n'est pas question de revenir, évidemment, à un quelconque colonialisme. J'ai entendu, dans les discours qui ont fait, particulièrement dans ceux de mon ami Franklin, il évoque une Chine-Afrique, c'est une réalité, une USA-Afrique, mais le leader idéologique de ce bloc de Shanghai, c'est la Russie. Il n'y a pas, c'est mon seul point de désaccord avec lui, il n'y a pas de Russe-Afrique. Il n'y a pas de Russe-Afrique parce que la Russie n'est pas en Afrique pour vous recoloniser. Les matières premières allaient sur le planisphère, la Fédération de Russie elle est plus grande que l'Afrique. Ils ont tout ce que l'Afrique a, le pétrole, le gaz, l'uranium, les diamants, le manganèse. Ce que la Russie cherche, c'est une toute première chose, c'est que l'Afrique échappe aux griffes du bloc occidental, parce que si elle ne le fait pas, il n'y aura jamais de monde multipolaire, et la Russie cherche des partenaires. C'est ce que un chef d'État comme Obiang Massogo, dont je soutiens l'action depuis plusieurs années, parce que lui a une vision pour l'Afrique, eh bien, il a signé des accords militaires ouvrant les ports de l'Union équatoriale à l'Afrique russe, par exemple, au mois de juillet dernier. Ça assure un équilibre des puissances et on en revient à cet équilibre qui existait avant 1991 et qui a permis la libération de beaucoup de pays africains. Je terminerai sur deux choses. La première chose, c'est que cette Afrique, elle doit arrêter de subir, de voir le monde avec les idéologies des autres. Il y a un fameux livre qui indique ce que l'Afrique doit refuser. C'est un livre qui s'appelle McWar versus Djihad. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est les deux grandes idéologies globalisées, celle de la globalisation capitaliste, celle du djihadisme ou de l'islamisme radical. La vision de cet Américain, évidemment, c'est que le monde doit choisir entre les deux. Moi, je dis ni McWar ni djihad, et certainement pas en Afrique. Il faut comprendre une chose, c'est que le monde multipolaire, où il va naître en Afrique, où il naîtra jamais. L'Afrique, c'est le continent neuf, c'est le continent d'avenir, c'est la réserve de beaucoup de choses pour les autres.
suivant que cette Afrique va devenir une Afrique indépendante, qu'elle va se faire respecter, qu'elle va venir à la table des autres puissances qui veulent un monde d'égalité, ou suivant qu'elle va être recolonisée par ce bloc occidental, l'avenir du monde va changer. Une Afrique qui n'est pas libre, cela veut dire un monde qui ne le sera pas. S'imaginer que tant qu'un homme africain connaissera ce que moi j'appelle la troisième génération de l'esclavage, celle de l'argent, celle des modèles étrangers, un homme sera libre sur terre, c'est pas vrai. C'est une des raisons de mon combat, pas la seule. Je parle d'Afrique pour les Africains, parce que j'ai été conquis par l'Afrique, j'aime l'Afrique, mais il y a aussi des raisons intellectuelles, c'est-à-dire que le combat dont l'Afrique est la première étape, il implique les autres étapes, notamment l'Europe occidentale. Il n'y aura jamais une Europe occidentale qui sortira de ce bloc atlantiste s'il n'y a pas une Afrique libre. Je terminerai simplement avec une réflexion. C'était celle de Marx au XIXe siècle. Marx au XIXe siècle disait que les philosophes jusque-là avaient interprété le monde et qu'il était temps qu'ils changent le monde. Je dis aujourd'hui que la géopolitique et les géopoliticiens offrent au monde la seule chance de le changer. Je vous remercie. Merci, cher ami. Vous voyez, il vient absolument de donner raison